Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Mon invité du jour est journaliste présentateur sur beIN Sport. Il est à la tête de nombreuses émissions consacrées au football, comme Champions Arena ou le Champions Show, après la Ligue des Champions. Il se prépare actuellement à la Coupe du Monde, que beIN Sport diffusera en intégralité sur ses antennes. Mon invité du jour est le plus français des Anglais, c'est Darren Pullet. Bonjour Darren. Oui, c'est moi, bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Merci donc avant de parler d'avoir envoyé le chèque, comme prévu. Comme prévu. C'est assez le montant, ça va? Oui, écoutez, il manquait un zéro, mais voilà, je suis dans un esprit de générosité en ce moment. Bah merci. Donc avant de parler de la Coupe du Monde, on va parler de la Champions League que beIN Sport diffuse également. Vous présentez le Champions Show après chaque match de Ligue des Champions. Vous vous amusez bien pendant cette émission? Carrément, oui, c'est quelque chose de très sympa à faire, même si il faut quand même être au taquet pendant les rencontres, évidemment, parce que le truc, c'est de ne rien rater. Et lorsqu'on est dans une émission en direct comme ça, la pression y est, parce que parfois, lors des phases de poule, par exemple, il y a 8 matchs qui se disputent en même temps. Il faut qu'on puisse avoir des yeux un petit peu partout pour que dans l'émission qui suit, il y a tout. Il y a tous les moments chauds, il y a tous les moments drôles aussi. Et notre test, c'est le lendemain quand on lit la presse pour voir s'il y avait quelque chose qui nous a échappé. Et donc c'est un sacré tâche. Et justement, comment vous faites pour... vous ne pouvez pas voir tous les matchs en intégralité avant le Champions Show. Comment vous faites? On est plusieurs, évidemment, à travailler sur cette émission, beaucoup même. Donc on partage un petit peu les tâches de regarder les matchs en particulier. Et puis, on demande aussi à nos commentateurs de nous signaler des choses. Parfois, il peut y avoir un tout petit truc, peut-être un arbitre assistant va glisser, va tomber dans le public, un truc comme ça. On ne le voit pas, peut-être forcément en direct, si c'est le match entre, je ne sais pas moi, Kiev et Porto, c'est pas le match grosse affiche de la soirée. Donc, on demande aux commentateurs aussi de nous aider en signalant n'importe quelle petite action ou un petit pont, ou, voilà, un truc qu'on a envie de remontrer. Et évidemment, les gens qui regardent le Champion Show sur beIN Sport, c'est pour voir ce genre de moments aussi, parce qu'ils veulent voir tous les buts. S'ils ont regardé le match de Paris, de Monaco, de Lyon, parce que voilà, Lyon peut aussi être en Ligue des Champions. L'idée, c'est que derrière, on vous amène tout ce qu'il ne fallait pas voir, il ne fallait pas manquer ailleurs. Donc, c'est ça notre tâche, quoi. Et puis, il y a une bonne équipe aussi avec vous. Il y a de bons consultants qui vous accompagnent. Franchement, soyons francs. Oui, évidemment, on a la chance d'avoir des super consultants avec nous, des anciens joueurs qui ont gagné presque tout ce qu'il y a à gagner dans le football. Et lorsqu'on a des gens autour de soi qui ont été champions d'Angleterre, champions d'Espagne, champions du monde, ou Ballon d'Or, comme Jean-Pierre Papin, ben, voilà, ils ont des sacrées références quand même. Et alors, vous êtes arrivé en 2012 sur beIN Sport. Comment est-ce que vous êtes arrivé jusque-là, jusqu'au Champions Show, le Champions Arena? En voiture, dans un premier temps, et parfois je prends les transports. Non, on est arrivé là parce que c'était le lancement d'une nouvelle chaîne en 2012. Et on est, je pense, parmi les chanceux qui ont eu cette opportunité, quoi, parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel d'être au début d'une aventure comme ça, d'aider à construire des nouvelles chaînes. C'est pas quelque chose qui arrive très souvent dans une carrière. Parfois, il y a des gens qui vont jamais vivre ce genre d'aventure. Et dans n'importe quel métier, être là au début et construire quelque chose, c'est vraiment super excitant. Donc, lorsqu'on m'a proposé de venir et être là au début de cette nouvelle chaîne, j'ai pas vraiment hésité en fait. Et vous avez toujours voulu faire de la télé? Non, pas du tout. Mon rêve quand j'étais petit, c'était d'être dans la presse écrite. Après, je suis venu en France à 21 ans, non, 22 ans, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais pour l'aventure, en fait. C'était pas pour être journaliste ou pour travailler. Loin de moi l'idée de travailler, d'ailleurs, à cet âge-là. Je suis venu pour des aventures, parce que j'avais un pote anglais qui avait envie de venir à Paris. Pour lui, c'était important de parler le français, d'apprendre le français. Moi, je n'avais rien à cirer, mais bon, je me suis mis aussi. Il m'a fallu longtemps. Aujourd'hui, j'arrive à me débrouiller pas trop mal, mais dans un premier temps, c'était hyper dur. Bref, on est venu en France pour s'amuser et il m'a fallu quand même un bon moment et quelques années d'être prof d'anglais à Paris avant d'essayer d'aller dans le journalisme. Et je suis retourné en Angleterre pour essayer de trouver un premier job, quoi.
Et maintenant, vous êtes arrivé jusque-là, à beIN Sport. Voilà, grâce à un CV que j'ai plus ou moins inventé, j'ai postulé pour un job à Londres et je ne sais pas comment, mais j'ai convaincu ces gens-là de m'employer. Et c'était mon premier job. Donc voilà, il faut commencer quelque part et il faut se donner les moyens aussi en étant parfois un petit peu, comment dire, généreux avec les vérités. Alors on va parler foot. Quel est le championnat que vous préférez? Ça. Le championnat que vous préférez? Le championnat que je préfère, c'est la deuxième division anglaise. Pourquoi? Parce que c'était une boutade. Non, je préfère aujourd'hui, évidemment, je regarde la Premier League, mais pas autant que ça finalement. J'aime le football espagnol parce que les clubs en Espagne jouent un football plus technique qu'en Angleterre, que j'apprécie. J'aime aussi le football français. Je trouve que la Ligue 1 est meilleure qu'on le dit. Vous savez, aujourd'hui, et ça date peut-être pas juste d'aujourd'hui, mais il y a une tendance à toujours penser que la pelouse est plus verte ailleurs. Donc, les Anglais regardent ailleurs. Bon, peut-être les Anglais, c'est un mauvais exemple parce qu'on est trop chauvin. Mais les Français, par exemple, vous regardez ailleurs en pensant que ça doit être mieux ailleurs. Les joueurs français, dès qu'ils jouent dans un bon club en France, ils rêvent d'aller jouer à l'étranger. Oui. Alors que ce n'est pas forcément plus fort ailleurs. Mais parce qu'on dit que c'est meilleur. Oui, on pense, mais ce n'est pas forcément le cas. Bon, les joueurs, ils pensent qu'ils vont être mieux payés. Ça peut être vrai aussi. Mais la Bundesliga aussi, c'est formidable. Quand on regarde, même hier soir, parce que là, on est vendredi, jeudi soir, il y avait la Ligue Europa. L'ambiance à Leipzig dans le stade pour le match contre l'OM, c'était juste formidable. Donc, des stades allemands où ça sent bon la saucisse et la bière. Et ça, c'est même pas une cliché parce que c'est la vérité. Non, ça, c'est du bon football aussi. À Dortmund aussi, c'est pas mal comme ambiance. Ah, c'est exceptionnel même. Alors parlons du PSG. Comment est-ce que vous jugez la situation actuelle du club? Évidemment, il y a une grosse déception cette saison par rapport à la Ligue des Champions. Donc même si ça marche bien ailleurs, et Paris va être champion, et Paris risque de gagner donc, la Coupe de France pour ajouter à la Coupe de la Ligue, ça ne va pas suffire et tout le monde le sait. Et donc il y aura un changement à la tête du club et on ne sait pas aujourd'hui ce que ça va vouloir dire par rapport à l'effectif. Paris Saint-Germain, avec l'investissement qui a été fait, doit aller loin en Ligue des Champions, tout le monde le sait, c'est l'enjeu de chaque saison. Mais qu'est-ce qui manque justement? Il manque de la réussite. Tous les meilleurs entraîneurs du monde vont vous dire que gagner un championnat est un vrai signe de la force d'une équipe. Gagner une coupe, il faut de la chance. Il faut de la réussite, il faut que le tir fait poteau rentrant plutôt que poteau sortant, qu'un hors-jeu de quelques millimètres soit dans sa faveur et pas à l'autre, et que le tirage au sort soit un peu clément. Force est de constater que le Paris Saint-Germain a été sorti par le Real Madrid et le Barça ces 2 dernières années. Bon, avant c'était Manchester City, qui est plus ou moins dans le même niveau que Paris, au niveau palmarès européen, mais peut-être même pire. Mais c'est dur quand même. Pareil, cette saison a été premier de son groupe devant le Bayern Munich. Normalement, ça veut dire qu'on peut tomber sur une équipe un peu plus faible. Oui, mais là, et jouer le match. Non, mais ils ont tout fait bien jusqu'à tomber sur le Real Madrid, qui est quand même double tenant du titre et qui vient de gagner 3-0 à Juventus aussi, pour nous rappeler que c'est pas une équipe de tocards non plus. Bah oui. Et alors justement, quel entraîneur il faut? Parce qu'on parle de Thomas Tuchel. Oui. Est-ce que c'est un bon choix? Je sais pas, parce que c'est pas parce qu'on est dans le même immeuble que le Paris Saint-Germain que nous sommes au courant de quoi que ce soit. C'est même l'inverse. On ne dit rien. Les amis, racontez-nous, dites-nous un petit peu pour qu'on puisse avoir des scoops. Mais allez frapper aux portes, demandez. On a un badge qui ne marche pas sur ces étages-là. Ah, c'est pas le même? Non, on ne peut pas y aller les emmerder, enfin les importuner. Est-ce que Tourelle, c'est un bon choix? J'ai tendance à penser que cet homme-là est du genre Guardiola. Je pense que c'est un super entraîneur. Je sais qu'il est très intelligent. J'ai un ami qui le connaît bien, qui a passé du temps avec lui. C'est un entraîneur de demain, effectivement, avec des idées très intéressantes sur le football. Il se demande s'il ne doit pas jouer, par exemple, avec 2 derrière, plutôt que 3 ou 4, mais 2, parce que souvent, en face, il y a un seul attaquant. Donc Tourelle, par exemple, ça fait partie de sa réflexion. Oui. Est-ce que je peux commencer un match avec 2 défenseurs seulement, sachant qu'il y a un seul attaquant en face? Bref, c'est un type
assez brillant, qui n'a pas peur de tenter des choses, qui construit son équipe autour de l'adversaire par rapport à l'adversaire, comme Guardiola, et qui se lance dans des aventures formidables où les joueurs adhèrent à ce qu'il fait aussi. Si vous parlez avec ceux qui ont joué avec lui, pour lui, à Dortmund, ils ont vécu une belle aventure avec lui. Mais après, est-ce qu'il a été à la tête d'un grand club Voilà, non. En même temps, la plupart des entraîneurs, quand ils gagnent quelque chose, c'est la première fois. Lorsqu'on met Mourinho à Chelsea, tout le monde se posait la même question. Ah oui, mais est-ce que... Mais il a été champion d'Angleterre tout de suite. Oui, mais Tuchel n'a toujours pas remporté de Champions League. Mais en même temps, ça dépend des joueurs que vous donnez. Il a été à Borussia Dortmund. Vous pensez qu'il doit gagner la Ligue des Champions avec Borussia Dortmund, avec les joueurs et le budget qu'il avait là-bas? Non, il ne pouvait pas. Mais pour vous, c'est peut-être un bon choix ou Je pense que c'est un choix fascinant, très intéressant. Je ne peux pas être garant de son succès, mais je pense que c'est un entraîneur brillant qui peut, si on lui laisse travailler comme il veut, être fascinant à suivre. Après, est-ce que le vestiaire va vouloir changer? Parce que les joueurs aussi ont un rôle prépondérant à jouer, évidemment. Si les joueurs font les idiots et n'ont pas envie d'adhérer à un projet d'un nouvel entraîneur, ça ne marchera pas. Et le président, Nasser Al-Khelaifi, est-ce que... Formidable, président. C'est le président de Bein C'est mon Sport. patron, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais est-ce que vous pensez qu'il est sur la sellette aussi? Je n'ai aucune idée. Je ne pense pas. Paris a fait tout ce qu'il faut pour être numéro 1 en France. Et comme je vous disais, en Ligue des Champions, c'est une histoire parfois de manque de réussite, manque de chance. Et c'est plutôt les joueurs qui ne performent pas au niveau attendu lors des matchs clés. Je ne pense pas que c'est à cause du président qu'un Verratti ou qu'un n'a pas été toujours au top lors des matchs les plus importants, que Thiago Silva, même s'il était bon lors du match retour, n'a pas toujours, comme l'année dernière contre Barça, n'a pas été aussi fort qu'on le pensait. On ne peut pas dire que c'est à cause du président, ça. Alors, vous parliez du Real Madrid tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de Juventus Real 3-0 pour Madrid? Formidable, évidemment, pour les Espagnols. On ne pensait pas que la Juve allait être aussi facilement croquée parce que nous, on suit le championnat italien tous les week-ends sur Bein et la Juve domine. Évidemment, ça fait 6 ans, ils vont être champions peut-être pour une 7e fois d'affilée. Ils prennent presque jamais de but ces dernières semaines. Et là, ils ont pris 3 lors d'une seule rencontre. Et je pense qu'Allegri s'est peut-être un petit peu trompé dans sa façon d'aborder le match. Un peu trop sur le défensif, alors qu'il fallait marquer des buts. Mettre Mandzukic sur le banc pour avoir un milieu de terrain plus musclé, finalement, ça n'a pas trop marché. Un peu comme Guardiola avec Manchester City contre Liverpool d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils peuvent retourner la situation, vous pensez? Non. C'est que le Real passera. Ah oui, le Real va passer, c'est sûr. Alors justement, on parle de 2 clubs anglais. Liverpool face à Manchester City. Ça n'a pas été trop dur pour vous de choisir un club? Non, parce que je suis du sud d'Angleterre et donc entre les 2 clubs du nord, ça m'est égal. J'étais juste content de constater que c'était un match fabuleux avec une ambiance de dingue à Anfield, qui reste un stade à part, mythique. J'ai eu la chance de couvrir beaucoup de matchs dans ce stade d'Anfield. Et on peut parfois tomber dans les clichés dans le football, mais Anfield, un soir de Coupe d'Europe, reste un endroit à part, et avec une ambiance formidable. Et les joueurs l'ont tous dit après. Ils se sont sentis portés par ce public. Et Manchester City, même si les joueurs, c'est un grand club avec des grands joueurs qui ont l'habitude de jouer dans des stades hostiles, avec parfois 2 fois plus de gens qu'il y avait à Anfield, ils ont été affectés quand même par cette pression du public de Liverpool. Manchester City a été balayé lors de cette première période. C'était exceptionnel, excitant, intense, et tous ceux qui aiment le foot, je pense, ont aimé ces moments-là. Et c'était intéressant de voir que Liverpool était assez intelligent, aussi de savoir qu'en seconde période, ils allaient devoir subir un petit peu. Et ils l'ont fait remarquablement bien aussi. Donc on a vu un Liverpool à 2 visages, très intelligent, à l'image de leur entraîneur, justement. Et c'est pas trop dur de rester impartial quand vous avez un coup de corps pour une équipe? Malheureusement pour moi, mon club de cœur, Brighton, ne joue que très rarement en Ligue des Champions. Donc ça ne me pose pas trop de soucis. Tout le monde sait que j'ai aussi un faible pour Arsenal parce que c'était toujours mon 2e club lorsque j'étais petit en Angleterre et on reste toujours fidèle à nos clubs de cœur. Non, je trouve...
finalement, je pense que beaucoup de gens, quand ils aiment un club, ils sont même encore plus critiques avec ce club-là. C'est comme on est avec nos enfants, parfois un peu trop dur et plus sympa avec les enfants des autres. Finalement, j'ai jamais été dans cette situation avec Arsenal, par exemple, parce que j'avais encore tellement envie que Arsenal fasse mieux qu'ils étaient en train de faire, que j'ai posé peut-être des questions plus difficiles par rapport aux Gunners que certaines autres équipes. Et alors, quel est votre favori pour remporter cette Champions League? Est-ce que le Real peut aller au bout? 3 fois d'affilée, ça n'a pas été fait depuis très très longtemps dans le football européen, et je pense quand même qu'il y a des failles dans cette équipe de Real Madrid. C'est pas l'équipe du Real la plus forte de ces derniers temps, mais pour l'instant, lorsque Ronaldo continue de jouer comme ça, et Isco est en pleine forme aussi, ils sont impressionnants, et donc ils sont en demi-finale. Il va falloir quelque chose de très bon, très fort pour les empêcher d'aller en finale. Le Barça, j'espère que ce ne sera pas une finale 100% espagnole, parce que j'aime quand les Coupes d'Europe se terminent avec un match entre 2 clubs d'un pays différent. Mais peut-être un Barça-Real en demi serait pas mal. Et puis comme ça, on peut voir. Ça peut être bien. Ouais, ça peut être pas mal pour éviter que ça soit la finale en tout cas. Avec Liverpool probablement, parce que 3-0, c'est quand même un sacré avantage, même s'il y a une équipe capable de revenir, c'est peut-être Manchester City, parce qu'on a vu que City est capable de marquer beaucoup de buts. On va voir lors du match retour. Mais probablement Liverpool-Bayern pour l'autre demi-finale, ça va être une sacrée rencontre aussi. Klopp de retour chez lui en Allemagne pour défier le géant allemand. C'est très, très ouvert finalement. Entre les 4 clubs qu'on pense être en demi-finale, c'est très difficile de savoir qui serait capable d'être champion, parce que je pense que sur 1 ou 2 matchs, ce serait forcément le cas en demi-finale, toutes ces 4 équipes sont capables de tout. Le Barça n'est pas le meilleur Barça non plus de ces dernières années, mais avec un talent comme Messi, et donc finalement une organisation plus affinée cette saison, parce qu'ils prennent pas beaucoup de buts en Ligue des Champions, le Barça. C'est même la meilleure défense, il me semble, jusqu'à là. On ne peut jamais jouer le Barça en pensant qu'on va passer facilement non plus. Et 0 défaite en championnat aussi. C'est impressionnant. Et ils auraient dû perdre contre Séville le week-end dernier. Séville a raté un nombre d'occasions. C'était fou. Mais j'aimerais bien que ce soit les Anglais quand même qui gagnent cette saison, parce que ça fait un moment qu'on n'a rien gagné. Donc là, c'est avantage Liverpool. En Champions League. Oui, Liverpool. Liverpool, c'est une équipe de coupe aussi. On sent que c'est une équipe capable de faire des choses assez extraordinaires. Alors, on va parler maintenant de la Coupe du Monde qui approche. Yes! C'est beIN Sport qui diffuse en intégralité les 64 matchs. Formidable. On a une chance inouïe pour nous, journalistes, tout le monde qui travaille à beIN. C'est fabuleux de pouvoir couvrir un événement du premier jour jusqu'à la finale, en sachant que tous les matchs sont chez nous. Donc beaucoup de travail pour nos journalistes, nos commentateurs, nos présentateurs, nos consultants, de toutes nos équipes, partout. Et c'est vraiment quelque chose qui mobilise tout le monde avec une belle énergie. Et on a envie de vibrer comme on a vibré pendant l'Euro 2016 ou pendant la Coupe du Monde il y a 4 ans. Mais surtout l'Euro, parce que c'était en France et c'était une formidable aventure avec la France qui est allée jusqu'en finale. On va voir si les Bleus sont capables de faire des exploits comme ça. Et alors justement, quel dispositif mettre en place beIN Sport? Tous les matchs déjà en direct. Donc ça, c'est le plus important évidemment. Vous pouvez seulement regarder tous les matchs chez nous. Mais on sera en mode 24 heures sur 24, me semble-t-il, avec beIN Sport 1 qui va être dédié à la Coupe du Monde. Il y aura dès le matin l'émission L'Expresso qui va ouvrir la journée pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé la veille, et puis commencer à se projeter sur les matchs du jour. Et toute la journée, comme pendant l'Euro, il y aura des émissions pendant toute la journée en attendant les matchs. Et il y aura à partir du premier match donc du direct autour du stade avec nos commentateurs sur place et ceux qui vont présenter ici. Et vous serez à Paris? Le soir, oui. Le soir, on sera en public comme pendant l'Euro pour vivre le dernier match de la journée en direct et en public. Et puis derrière, avec une émission qui va revenir sur tout ce qui s'est passé lors de cette journée de Coupe du Monde avec les meilleurs moments des 3 ou les 4 matchs du jour, avec nos experts, avec des invités, comme pendant l'Euro 2016. Donc on espère passer des super moments avec nos équipes et avec nos abonnés. Et alors, pour revenir sur le terrain, l'équipe de France, vous pensez qu'elle peut aller au bout?
Je pense que l'équipe de France est capable d'aller au bout. Maintenant, est-ce qu'elle va le faire? C'est une autre question. Vous êtes dans un groupe extrêmement facile. Et, normalement, donc, les Bleus vont finir premier, ce qui veut dire qu'ils vont jouer contre l'équipe qui termine deuxième dans le groupe, je ne sais pas lequel, mais le groupe avec l'Argentine, le Nigeria et je ne sais plus qui d'autre, mais en tout cas, c'est un groupe compliqué. Et donc, l'équipe qui va finir deuxième dans ce groupe-là risque d'être une vraie adversaire sérieuse pour les Bleus qui n'auraient pas eu un match compliqué jusque-là. Et parfois, c'est pas génial d'avoir 3 matchs où c'est pas vraiment trop difficile. Donc, la France peut jouer l'Argentine au deuxième tour, par exemple. Hein. Et ça pourrait être jouable. Et ça serait pas un cadeau. Ça serait pas ça un pourrait cadeau. être difficile. Mais je pense que Didier Deschamps est un sélectionneur formidable, avec une intelligence au niveau humain et au niveau tactique aussi. Il a, et il le sait, sous les mains des joueurs de talent formidable qu'on vit la plupart des pays. Vous avez une richesse de choix extraordinaire où vous pouvez laisser des super défenseurs, des super milieux de terrain et des super attaquants à la maison, tellement vous avez de bons joueurs actuellement, avec une génération de jeunes, surtout devant, qui est formidable. Les gens que vous allez laisser à la maison auraient leur place dans l'effectif, par exemple, de l'Angleterre, avec certitude, je peux vous dire ça. Donc, la France a le talent avec ses joueurs d'attaque comme Dembélé, comme Mbappé, Griezmann et Giroud ont déjà fait leur preuve. Vous avez aussi Coman et Martial. Vous avez, avec Kanté au milieu de terrain, vous avez des poumons exceptionnels. Donc, vous avez sur le papier une équipe qui peut aller jusqu'au bout. Et quel serait votre 11 type, justement? C'est compliqué et ça dépend forcément de qui on a en face. Si on joue contre une équipe très faible, à ce moment-là, on a envie de mettre Giroud parce que vous allez garder le ballon, vous allez avoir la possibilité de centrer pas mal et vous avez besoin d'un pivot devant. Si vous allez jouer contre une équipe aussi forte que vous, comme les Allemands en demi-finale en 2016, regardez, c'est Griezmann qui a été brillant ce jour-là parce que vous avez besoin de contrer rapidement. Et là, vous allez peut-être avoir plus envie de mettre des joueurs comme Mbappé, Coman s'il est là, ou Dembélé s'il est bon aussi. Vous avez cette possibilité de pouvoir vous projeter rapidement vers le but adverse. Et alors justement, avec ou sans Benzema? La question ne se pose plus, on sait que ça va être sans. Ouais. Ça va être sans. Didier Deschamps a construit son groupe. Sans lui, c'est trop tard pour qu'il revienne maintenant. Eh ben merci. Merci beaucoup, Darren Tulette. Je vous en prie. D'avoir accepté mon invitation. Je remercie également beIN Sport d'avoir accepté qu'on vienne ici dans ses locaux. beIN qui diffusera l'intégralité des 64 matchs sur ses antennes. Darren, vous serez présent. Formidable, tous les soirs. Et puis bon courage pour la suite. Merci. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Okay, thank you for coming to see us. Bye bye.